Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on passe l'actualité en revue. On va parler de Catalogne cette semaine, de Molenbeek, de Toussaint, de vélo, entre autres. Pour analyser tout cela et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Premier expert, il dessine avec humeur et humour dans l'écho et le vif et sort un recueil de ses dessins, Marrons-nous. Bonjour Nicolas Vado. Bonjour. Elle a dirigé la rédaction de l'écho, justement, avant de passer porte-parole de Sophie Winmess. Aujourd'hui, elle est communicante. Bienvenue Martine Marskalk. Bonjour. Il est un de nos experts bien connus qui décrypte la com' comme pas deux. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Et il oscille entre Future is Now et No Future. C'est le journaliste et chanteur punk Yves Kengen. Bonjour. Bonjour. On commence par cette folle semaine de Carles Puigdemont à Bruxelles avec un grand moment, la conférence de presse donnée au Presse Club. Reportage Alexis Gonzalez et Anaïs Letiex. Une flopée de journalistes entoure celui qu'on cherche depuis lundi. Carles Puigdemont, le président catalan destitué, est à Bruxelles. Face à la presse internationale, en catalan, en espagnol, en anglais et en français, il s'exprime sur les raisons de sa présence sur notre territoire. J'insiste que c'est un sujet européen. Et c'est pour faire plus évident encore et pour agir de façon plus libre, sans menace, qu'on a décidé d'être ici. 30 ans de prison pour délit de rébellion, sédition et malversation, voilà ce que risquent Puigdemont et ses ministres. Contrairement à ce qu'on pensait, il assure ne pas vouloir demander l'asile en Belgique. Je ne demande pas rien à la politique belge de ça. Je demande en tant que partie de la politique européenne, mais comme tous les autres pays. Donc il n'y a pas un lien entre quelques familles politiques belges, malgré que, bien entendu, vous connaissez qu'il y a de sympathie. À la sortie de la conférence, 2 clans s'opposent. Les indépendantistes, drapeau catalan à la main, soutenus par des nationalistes flamands. L'Espagne a essayé pas de trouver un lieu pour la Catalogne. On peut supporter donner un peu de support à notre président Puigdemont. C'est aussi une bataille pour l'indépendance. Oui, c'est une même combat. Plusieurs familles et délégations espagnoles sont aussi là pour crier leur haine de l'ex-président catalan. Je veux lui crier qu'il est un traître et je trouve que ce qu'il a fait est honteux. Il est ridicule. En ayant fait ce qu'il a fait en Espagne, je trouve que c'est un lâche. Il faut être présent pour soutenir l'Espagne. Ce qu'il a fait est très grave. Des familles ne se parlent plus, les enfants ne parlent plus à leurs parents. C'est vraiment une honte. Pour l'instant, on ne sait pas quand Puigdemont quittera Bruxelles. Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé. Il traitera le catalan comme tout citoyen européen. Pour bien planter le décor, un dessin de Nicolas Vado. Avis aux séparatistes catalans, lance le dessinateur. Retournez le dessin, nous sommes complémentaires. Et ça devient avis aux séparatistes flamand, retournez le dessin, nous sommes complémentaires. Effectivement, on retrouve un peu des deux là-dedans. Alors Nicolas Vado, quelle est votre première impression à donner sur cette semaine catalane à Bruxelles ? Grotesque. J'ai trouvé ça assez ridicule et on ne peut pas vraiment mélanger le dossier du nationalisme catalan avec le dossier du nationalisme flamand parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais moi, j'ai une profonde aversion pour le nationalisme quel qu'il soit. C'est quoi le nationalisme ? C'est partir du principe que l'endroit où l'on est né fait que l'on est supérieur ou inférieur à votre voisin qui est né ailleurs. Et c'est là où le nationalisme se mord la queue. Et donc, c'est assez étonnant politiquement parlant d'étudier ça parce qu'on avait l'impression que cette coalition en Belgique allait tenir, on va dire qu'un cas, mais relativement facilement jusqu'aux prochaines séances. Et puis là, on est comme dans un bowling, et puis Puigdemont et la boule de bowling qui va un peu tout chambouler. Peut-être que oui, peut-être que non. Et Charles Michel se prend en pleine poire la schizophrénie du fait de gouverner avec la NVA, qui est un parti qui est au gouvernement fédéral, mais qui est un parti séparatiste. Donc c'est ça qui est intéressant à étudier politiquement. Alors, autre son de cloche, Martine Marskalk, là-dessus ? Oui, moi je trouve que Puigdemont, je ne comprends pas ce personnage. En fait, il devrait être en Espagne, a priori. Je comprends tout à fait les gens qui disent que c'est là que ça se passe et il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas. Il vient ici, il joue le rôle de martyr. On dirait il se comporte un peu comme s'il avait allumé un incendie et qu'il ne savait pas trop quoi en faire, mais qu'en même temps il souffle sur les braises parce qu'il ne faut pas qu'il se fasse oublier de la communauté internationale.
Donc je trouve que c'est un petit peu bizarre. Et je me dis que si la NVA devait choisir un héros du nationalisme ou du séparatisme, elle a quand même choisi un drôle de héros. Christophe Ginisti. Il y a une image qui est très dérangeante dans cette semaine, c'est le fait que le président catalan semble privilégier son propre sort à celui de sa cause. Et le fait de fuir comme ça, même s'il dit qu'il n'a pas fui, mais en fait ça donne l'image d'une absence de prise de responsabilité par rapport à effectivement ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a initié, et le fait qu'il ne soit pas dans son pays au moment où ses collègues sont entendus par la justice espagnole, etc. Et donc, ça donne le sentiment qu'il n'assume pas, eh bien, rend cette communication absolument désastreuse. Yves Kenguet. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et principalement avec l'avis du jeune homme, le jeune espagnol, qui dit que Puigdemont est un lâche. Et je pense effectivement que c'est d'une grande lâcheté de se barrer en Belgique alors qu'il a fomenté une espèce de révolution au nom d'un peuple, et qu'il laisse ce peuple se dépatouiller tout seul, et il laisse ses ministres aller au casse-pipe à Madrid se faire arrêter, alors que lui, il est en train de venir jouer les matamors avec la NVA, qui n'en demandait pas tant d'ailleurs pour rallumer le communautaire à moins d'un an d'une échéance électorale. Donc pour la NVA, c'est vraiment du pain béni, si j'ose dire. Du pain béni, c'est quand même un double tranchant, parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas aller aussi loin, parce qu'il ne faut pas oublier que la Catalogne, c'est une petite partie de l'Espagne, la Flandre, c'est une grande partie de la Belgique, et à la différence de pas mal de Catalans, en Flandre, même au sein de la NVA, les gens ne sont pas pour l'indépendance de la Flandre. Donc c'est quand même un cadeau empoisonné pour la NVA aussi, je pense. On va demander l'avis de nos deux invités politiques là-dessus. Je suis sûr qu'ils auront leur mot à dire sur les conséquences en Belgique et à Bruxelles de ce qui se passe en Catalogne et des agissements de la NVA. Donc je propose à nos deux invités, Kenza Yacoubi et Michael Vossart, de nous rejoindre à présent. Alors, nos deux invités politiques ont en fait deux points communs. À défaut d'être de jeunes députés, ils sont de nouveaux députés, tous les deux, fraîchement arrivés cet été au Parlement bruxellois. Et leur deuxième point commun, c'est qu'ils sont tous les deux de Molenbeek. Alors, il y a Michael Vossart, qui est député bruxellois DEFI, et Kenza Yacoubi, députée bruxelloise PS. Voilà, bienvenue à tous les deux. Et donc, vous avez entendu ces premières réactions concernant la Catalogne, la NVA. Alors, Michael Vossart, d'abord, vous êtes aussi d'un parti plutôt régionaliste au départ, DEFI. Est-ce que vous avez une certaine amour pour la Catalogne et ses volontés autonomistes ? En tous les cas, ce que je constate, c'est qu'au niveau du gouvernement fédéral, il y a un signal qui doit être adressé, notamment dans le cadre du discours au sein de l'Union européenne. Parce que, évidemment, le fédéral doit s'exprimer d'une seule voix. Et aujourd'hui, on voit que c'est la cacophonie. Est-ce que c'est Théo Franken qui est Premier ministre ou c'est Charles Michel? Donc ça, c'est déjà vraiment très compliqué. Est-ce que vous posez vraiment la question? Bien sûr. Il y a quand même un Premier ministre, c'est Charles Michel. Il faudrait poser des actes forts, il faudrait donner un signal. Parce que c'est pas Théo Franken a dicté la politique internationale, le dialogue européen avec les autres pays membres. Je pense qu'ici, certes, on parle d'un référendum qui s'est passé dans des conditions très compliquées. On a condamné la violence autour du référendum. Maintenant, il y a d'autres événements qui ont suivi. Et ici, il y a un vrai souci par rapport au rôle de l'État fédéral, à ce qu'elle, ce qu'elle peut démontrer maintenant dans ses initiatives. Et je crois que là, il y a vraiment un problème avec la position de la NVA au sein même du gouvernement fédéral. Alors Kenza Yacoubi, on avait l'impression, au moment de ce référendum dont on parlait, que tout le monde était plutôt sympathisant de la cause catalane. On trouvait que c'était pas bien de se faire taper dessus quand on veut aller voter. Et là maintenant, il y a un renversement. On a l'impression que les mauvais, c'est les Catalans et les bons, les Espagnols. Est-ce que c'est parce que la NVA soutient les Catalans ? Non, pas du tout. Moi, je pense que d'abord, ce qu'il faut souligner, et puis moi, en tant que jeune députée, je tiens encore à plus le dire, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Et donc, je ne suis pas partisane et je m'inquiète même de voir des commentaires au jour le jour concernant une procédure judiciaire. Et donc, je pense qu'on n'a pas à commenter ce genre de choses. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est ça qui est inquiétant au niveau du gouvernement MR-NVA. Et on a bien vu les premières réactions
de Theo Franken et de Charles Michel qui sont intervenus avant même qu'on sache comment les choses allaient se passer. Donc ça, je trouve que c'est important de recadrer les choses. Ensuite, moi, je suis, en tant que socialiste, une internationaliste et une fédéraliste européenne. Donc je pense, comme disait si bien Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre, et qu'on peut bien sûr régionaliser. Les régions sont importantes parce qu'elles sont au plus proche des citoyens et qui, donc, à partir de la base, peuvent émerger beaucoup de choses, mais qu'enfin, l'Europe, j'y tient, et donc je pense que c'est important de la défendre. Et concernant donc la NVA au niveau du gouvernement, le jeu qu'elle a joué est vraiment un jeu dangereux. Je voudrais vous montrer un dessin encore de Nicolas Vado sur la Catalogne. Ça s'appelle « Bientôt un nouveau pays en Europe ». Et il y a un des personnages, si on peut le voir, donc ce dessin, voilà, qui dit Amis, Amai, bienvenue en Catalandre. Hein, à eux l'accès à la mer du Nord et à nous la Méditerranée. Il faut juste que les Français ne fassent plus d'histoire. Donc, effectivement, il y a quand même ce lien, c'est indiscutable. Christophe Ginisti, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce d'amicale des indépendantistes qui jouent aussi. Oui, puis c'est ce qu'on appelle l'effet de laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait longtemps ça fait des années qu'un tel événement n'a pas eu lieu. Ça fait des années qu'il y a des revendications indépendantistes dans beaucoup de pays d'Europe, dans beaucoup de coins d'Europe, mais jamais un tel processus est allé aussi loin qu'en Catalogne. Et donc, en fait, ça a un effet laboratoire parce que tout le monde regarde comment ça se passe. Les Corses, les Basques, les Flamands, enfin, bon, il y a encore beaucoup d'autres particularités comme ça, et régions qui regardent ça, pour voir jusqu'où ça va, pour voir comment ça tourne, pour voir comment réagit l'Europe, etc. Et cet effet laboratoire, c'est un effet qui est très important, parce que c'est un effet suivant la manière avec laquelle ça va se produire, ça va se terminer, eh bien, sera un signe pour les autres. Alors, tout se passe à Bruxelles pour l'instant, et Nicolas Vado, vous êtes français, vous êtes venu à Bruxelles pour un peu vous réfugier, vous aussi, finalement. Absolument, mais ça fait quelques années quand même. Oui, c'est ça. Et Christophe Ginisti aussi, d'ailleurs. Mais Carles Puigdemont, finalement, il vient chercher ici un peu de réconfort auprès d'amis belges. Mais oui, écoutez, j'avais fait un dessin qui était paru le 24 octobre, donc il y a quelques temps, où je l'avais mis dans un tipi sur la plage, sur la mer du Nord, un tipi aux couleurs du FC Barcelone, et qui demandait à Bart de Wever si c'était normal que la mer soit verdâtre. Et de Wever disait oui, et il disait j'ai déjà le mal du pays, parce que j'avais pris ça à la rigolade, parce que je trouvais ça tellement ridicule. Ouais. Donc j'avais fait ça juste après le référendum. Et je ne pensais pas qu'on arriverait au ridicule vraiment qu'on a de la situation aujourd'hui. Et moi je ne comprends pas la logique de ces gens. Comme disait Martine, je ne comprends pas qu'ils puissent se dire nationalistes et européens. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Il y a un problème, parce que c'est la même chose avec l'extrême gauche française, qui est souverainiste et qui se dit européenne. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Ça, je n'arrive pas à comprendre la logique politique derrière ça. Yves Kengen ? Oui, tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas. Je voudrais aussi souligner qu'il y a un gros point commun entre la NVA, les séparatistes flamands, je vais dire, et les séparatistes catalans, qui était aussi le cas de la Ligue du Nord en Italie. C'est que ce sont des régions riches qui cherchent à se détacher de régions plus pauvres. Et donc, au-delà du nationalisme un peu romantique, il y a aussi une visée économique qui, je trouve, n'est pas très reluisante. Martine Marskalk ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette question économique. Je pense aussi que l'Europe, qu'on critique beaucoup, elle est bien embêtée. Parce que si, effectivement, c'est un laboratoire, que vont faire les institutions européennes? Et je crois que ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Et maintenant, le fait qu'on soit passé sur le terrain juridique, c'est peut-être pas le meilleur signal qu'on pouvait donner, mais ça laisse un peu de temps, puisqu'on a probablement 60 jours pour se décider sur l'extradition, puisqu'on peut supposer que Puigdemont ne partira pas de son plein gré. Et donc, peut-être qu'il faudrait mettre ce temps à profit pour réfléchir et discuter et négocier au niveau politique, pour le coup. Mais cette espèce de terrain juridique qui permet de dire on ne peut rien faire pour l'instant, on doit attendre, c'est peut-être une occasion dont il faudrait s'emparer. Est-ce qu'il faut intervenir au niveau judiciaire? Parce que vous parliez de séparation, Kenza Yacoubi, il y a déjà eu des Basques qui ont été finalement assez bien accueillis ici en Belgique. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que les Catalans puissent trouver asile chez nous? Mais c'est suite à des processus
procédure judiciaire. Donc moi, c'est ça où je dis qu'il faut laisser le temps au temps et voir ce qui va être décidé. Et vous respecterez cela, c'est ça que vous dites ? Oui, bien sûr. Les droits fondamentaux sont essentiels. Et c'est là aussi où je trouve que la NVA joue un double jeu malheureux et dangereux. C'est que finalement, on prône aujourd'hui les droits fondamentaux pour la demande d'asile de Puigdemont, mais quand il s'agit de migrants qui fuient la guerre dans leur pays d'origine, là, on respecte moins les droits fondamentaux et les obligations européennes auxquelles on devrait se soumettre. Donc ça aussi, c'est un petit peu à double... Mais Michael Vossard, comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement un citoyen européen comme Carles Puigdemont doit demander l'asile ? Enfin, est-ce que vraiment c'est une dictature, l'Espagne ? Non, mais je pense que lui-même s'est mis dans une situation inconfortable. Certains de vos invités l'ont encore dit. Il ne renforce pas son message en étant en dehors des frontières de l'Espagne et en étant, disons, en dehors du coup. Je pense que, je voulais revenir sur la NVA, elle a quand même une attitude schizophrène par rapport à ces principes qu'elle défend. Aujourd'hui, elle sympathise avec ce mouvement indépendantiste. Mais je rappelle que la question des référendums et du principe de consulter la population, c'est quelque chose qui a été demandé pendant des années par rapport à la situation en périphérie. Et je rappelle aussi que le Conseil de l'Europe a fait des recommandations par rapport à la Convention cadre des minorités, mais qu'elle n'applique pas depuis des années. Donc je trouve que là-dessus aussi, il y a vraiment une attitude un petit peu schizophrène qui ne correspond pas finalement à la réalité des choses, et eux ne sont pas cohérents. Et donc c'est clair que dans cette situation, aujourd'hui, je le répète, c'est Charles Michel, le Premier ministre, qui doit prendre la main et qui doit poser des actes forts. On verra s'il le fera la semaine prochaine. Autre débat, c'est la semaine de Toussaint. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un débat, mais on s'est rendu compte avec un sujet obligé, c'est d'aller voir les cimetières, que cette année, le glyphosate s'est invité dans le débat. Sans pesticides, il s'avère un peu compliqué de bien entretenir les allées des cimetières. Alors, la situation à Molenbeek, reportage de Cyprien Houdemont et Marjorie Fellinger. Entretien de circonstances à la veille de la Toussaint. C'est l'automne, il faut déblayer les feuilles mortes. Et puis, depuis l'interdiction des herbicides dans les lieux publics, il faut aussi enlever les mauvaises herbes à la main. Il y a eu une période où on était envahi par les mauvaises herbes, mais on a essayé de surmonter ça. On a eu de l'aide d'autres services plantation. On a eu des gens qui sont venus faire du bénévolat ici. On leur remerciait. On a surmonté tout ça et on voit que le cimetière reprend vie, entre guillemets, je dirais. L'été 2017 aura été chaud et humide. Surtout, les chardons et autres herbes sauvages ont proliféré, ce qui a valu quelques revendications des visiteurs. En fait, avant, avec les herbicides, on pulvérisait 2 fois par an et on maintenait un cimetière qui était tout à fait propre. Alors que maintenant, c'est du travail mécanique où ça doit être fait à chaque pelouse, chaque endroit. Et là, c'est du travail qui demande beaucoup plus de main-d'œuvre, alors que nous n'avons pas plus de main-d'œuvre pour autant. Alors se dirige-t-on vers des cimetières plus sauvages? Si de nombreux experts le préconisent, la question divise. Chacun son style. Hein. Ouais, c'est ça quoi. On préfère que ce soit bien dégagé, mais bon, s'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Hein. Parce qu'en été ou au printemps, c'est joli. Mais quand c'est l'hiver, quand il y a beaucoup plu, c'est pas évident. Je pense que petit à petit, c'est vers là qu'il faudra aller. Mais à mon sens, si on va vers là, il faut que la population soit moins consciente, informée, qui comprenne aussi pourquoi on est arrivé là et que tout le monde aussi comprenne que ces pesticides et ces herbicides sont des produits dangereux pour l'air qu'en respirons, pour l'eau que nous buvons, mais aussi pour la santé des gens qui y travaillent. Donc tout ça, ça prendra du temps. Quoi qu'il en soit, à Molenbeek pour ce 1er novembre, les 10 fossoyeurs ont travaillé d'arrache-pied pour rendre le lieu le plus agréable possible. Alors d'abord un petit dessin de nouveau pour un peu camper le dossier, un dessin de Nicolas Vado avec ce portrait robot du géant des OGM. J'espère que vous ne mettrez pas 35 ans à le coincer. Allusion évidemment au tueur du Brabant. Alors Yves Kengen, un mot à dire sur ce glyphosate des cimetières? Oui, j'ai beaucoup ri. Regardez le reportage, il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une mauvaise herbe peut-être. Déjà oui. C'est très très vague. Cette question du glyphosate, en fait, c'est l'exemple parfait de la capitulation du politique devant l'industrie. On sait que ce produit est dangereux. Maintenant, on discute pour savoir si on va le prolonger de 3, de 5 ou de 10 ans. Enfin, c'est proprement hallucinant. En fait, c'est l'industriel Monsanto qui a créé le Roundup, donc qui contient le glyphosate, pour permettre de cultiver des plantes résistantes au Roundup
des plantes qui sont brevetées par Monsanto, etc. Donc c'est un truc qui se mord la queue. Monsanto est au centre, protège son business qui est le règne sur l'agriculture mondiale. Et je crois qu'on est vraiment à côté du vrai débat. Le vrai débat, c'est de se dire quelle agriculture, quelle alimentation on veut pour l'avenir. Est-ce qu'on veut une alimentation chimiquement assistée où les multinationales semencières et du phytosanitaire absorbent toutes les aides de la politique agricole commune de l'Europe, ou bien est-ce qu'on veut une alimentation paysanne, saine et goûteuse? C'est ça le vrai débat, et le débat qui consiste à dire est-ce qu'on va prolonger l'autorisation du glyphosate, c'est simplement une façon de ne pas dire merde à Monsanto. Bon, c'est peut-être aussi une question de sortie, hein. Peut-être qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'on sait depuis longtemps, gouverner c'est prévoir. Les gens de Monsanto devaient savoir depuis longtemps qu'un jour ce produit serait interdit. Les agriculteurs... C'est pas eux qui gouvernent. Hein. Non, mais... Quand je dis gouverner, c'est aussi prévoir dans une stratégie économique. Les agriculteurs savent depuis longtemps que les produits phytosanitaires leur filent le cancer. Donc, ils ont eu tout le temps de se dire, tiens, est-ce que je ne modifierai pas mes méthodes? Est-ce que je ne changerai pas de cap quant au concept même de l'agriculture que je pratique? Donc, non, dire qu'on va prolonger maintenant de 5 ou 10 ans, c'est vraiment se foutre du monde. Christophe Génisty? Il y a deux sujets dans le glyphosate. Il y a le sujet des particuliers et le sujet de l'agriculture. C'est ça, il faut bien le dissocier. Parce que quand on pense glyphosate, on pense aux petits flacons qu'on achète chez Brico et qu'on pulvérise sur ces trucs. Alors que ça, c'est un sujet. Mais il y a un autre sujet, et c'est la raison pour laquelle il n'est pas arrêté, c'est le sujet de l'agriculture. Les agriculteurs, à tort ou à raison, ça on peut en discuter, utilisent depuis des années cet herbicide sur des quantités qui sont des quantités massives. Le problème de l'arrêt du glyphosate, c'est qu'une très grande partie de ces agriculteurs ne savent pas comment et avec quoi remplacer ce produit. Donc il y a une nécessité de faire, non pas pour ceux qui dirigent, mais pour les agriculteurs, de leur proposer des solutions qui sont des solutions viables pour leurs exploitations. Donc il faut vraiment, là-dessus, essayer de prendre de la hauteur par rapport au lieu commun et par rapport aux choses qui tenteraient de voir les choses de manière un petit peu trop monobloc. Alors, quelle est votre position là-dessus, Michael Vossard? Vous l'avez dit, gouverner, c'est prévoir. Eh bien, de notre côté, nous avons été très clairs sur la question. L'interdiction de la vente. Il faut qu'on ait cette interdiction de la vente dès 2018. Parce que sinon, c'est prendre une mesure et ne pas aller jusqu'au bout des choses. Et ça, évidemment, nous l'avons demandé. En plus de ça, il faut tenir compte, vous l'avez dit, du monde agricole et de faire en sorte que, par exemple, une task force se mette en place au niveau fédéral pour qu'on puisse réunir les entreprises agricoles pour trouver des moyens de rentabilité, des moyens de travailler la terre autrement pour avoir une autre alimentation, pour avoir de la qualité dans l'assiette, bien sûr, et d'aller vers un nouveau mode de consommation. Ça, c'est un point très important à nos yeux. Et donc, bien sûr, ça doit se faire au niveau fédéral, mais également au sein du comité de concertation entre régions et gouvernement fédéral. Ça, c'est un point. Et maintenant, sur votre sujet qui partait du cimetière à Molenbeek, déjà, je salue le travail des ouvriers qui ont dû vraiment travailler d'arrache-pied pour rendre ce cimetière... D'arrache-herbe, tout à fait, dans les meilleures conditions. Mais c'est évident que même du point de vue local, on doit trouver des solutions pour, d'une part, améliorer le travail de nos ouvriers et de faire en sorte que la population soit satisfaite du travail rendu. Et bien sûr que partir de l'idée de verduriser les cimetières n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc on pourrait trouver dans d'une certaine manière cette critique quelque chose de meilleur par la suite. Vous voyez le cimetière de Molenbeek changer, Kenza Yokoubi, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sauvage? Ça pourrait être une idée, ça? Oui, en Wallonie, il y a quelques exemples bien concrets, où, en tout cas, par exemple, la Tournai, où ils ont mis en évidence ce côté esthétique de ce patrimoine, et donc où ils préfèrent donc aller vers quelque chose, des coquelicots de plus sauvages, une pelouse, des allées enherbées. Donc je pense qu'avec de la créativité et aussi un changement de mentalité, parce qu'il y a eu le progrès peut servir à un moment donné l'humain, mais il doit quand même rester à notre service et pas l'inverse. Et donc il y a eu toute une époque où il fallait donc que tout se fasse rapidement, facilement. Aujourd'hui, il faut surtout dire deux choses. Le glyphosate, l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, dit clairement que c'est un produit
potentiellement cancérigène. Donc les gens doivent l'entendre. C'est pour ça qu'on prend ce sujet au sérieux. Donc au niveau des questions environnementales aujourd'hui, écologiques et sociales, sont des questions prioritaires. Nous aujourd'hui, en tout cas au PS, c'est devenu une trame dont on ne peut plus se passer. Maintenant, donc, à quel niveau et à partir de quelle perspective? C'est que le premier objectif, c'est la santé des gens. Donc il faut pouvoir voir comment on va prendre ça en charge, mais surtout pouvoir y inclure tout le monde. Donc pas faire d'écologie bobo, bourgeois, où tout le monde ne pourra pas prendre le train en marche. Et donc de voir comment on peut faire concrètement les choses. Alors, pour revenir au glyphosate, il faut savoir donc qu'il y a des décisions à différents niveaux de pouvoir. Je pense que c'est important d'expliquer aux gens que donc l'Europe aujourd'hui a décidé donc, comme vous disiez si bien, qu'il y ait ce façage et donc qu'il y ait du temps pour les agriculteurs de pouvoir se retourner, parce qu'en effet on ne peut pas du jour au lendemain complètement l'arrêter, même si il y a des agricultures qui fonctionnent très bien comme ça. Donc voilà, nous socialistes, nous avons voté pour les 3 ans. Maintenant, comme l'a bien dit Michael, je soutiens tout à fait la même démarche, c'est qu'on espère qu'au niveau fédéral, il y aura une interdiction puisque les États-nations sont libres de décider, mais à la région bruxelloise, nous l'avons interdit en avril 2016. Donc pour les particuliers, ils ne peuvent plus l'utiliser depuis ce moment-là. Donc nous avons pris nos responsabilités au niveau de la santé publique. Eh bien, après l'environnement, on va parler de la mobilité. Un moyen de locomotion mis à l'honneur ces derniers mois, et dans la région notamment bruxelloise, c'est le vélo. Reste que rouler à vélo les mois d'automne et d'hiver demande un bon équipement. Extrait du blog Mobilité de Philippe Jourdain. Un stand de la musique, des croissants et du café chaud, Bruxelles Mobilité avait une fois encore pris ses quartiers en plusieurs endroits de la ville pour sensibiliser les cyclistes à la nécessité d'être très visibles sur la voie publique, avec distribution gratuite de kits d'éclairage à la clé. Avec l'automne, les trajets en heure de pointe se font le plus souvent dans l'obscurité. Or, un constat, tous les adeptes du vélo ne prennent pas la peine de s'équiper en lumière, malgré les règles en vigueur. Les kits d'éclairage se vendent à peu près partout et coûtent généralement moins de 20 € pour une lumière blanche à l'avant et une rouge à l'arrière, souvent avec mode clignotant. Il existe également des casques équipés d'une lumière rouge à l'arrière. Quant aux gilets réfléchissants, jaune, orange ou parfois vert, ils sont peu onéreux quand ils ne sont pas distribués gratuitement. Il n'y a donc pas beaucoup d'excuses pour rester dans le noir. Tant qu'on parle de mobilité, un autre dessin de Nicolas Vado concernant la mobilité. Donc voilà, il est sans commentaire. Celui-là, c'est une image de Bruxelles. Voilà, vous la voyez. Alors, Martine Marscal, en matière de mobilité, il y a le vélo, mais il n'y a pas que le vélo. Ah non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a constaté, les chiffres à l'appui, que l'espace réservé aux cyclistes à Bruxelles est en augmentation. Il faut voir évidemment quel espace, parce qu'on a des pistes cyclables qui sont juste marquées au sol, autant dire rien du tout, et puis il y a les pistes cyclables qui sont véritablement séparées de la circulation, et là c'est déjà une autre paire de manches, parce que ça prend du temps, on a des difficultés parfois de permis, parfois d'infrastructure, parfois de circulation et de mobilité pour les voitures, et puis évidemment ce fameux syndrome NIMBY qui, pas dans mon jardin, qui étonnamment peut se retourner également contre les cyclistes. On voit par exemple, il y a ce projet de piste cyclable avenue Franklin Roosevelt, et certains hurlent à la mort parce qu'on pourrait imaginer une piste cyclable sur la berme centrale qui est grande comme un terrain de football. Donc oui, les cyclistes sont souvent mis à l'honneur, surtout pendant les semaines de la mobilité, etc., mais pas forcément sans doute comme il le faudrait et avec les infrastructures adéquates. Vous trouvez aussi qu'on ne les met pas assez à l'honneur, Kenza Yacoubi? Oui, je pense qu'il y a un manque criant d'infrastructures cyclables à Bruxelles et qu'on est un peu à la traîne sur la question. Maintenant, le gouvernement a un projet d'aménagement de 12 km de pistes cyclables sur la petite ceinture, donc qui ira dans les deux sens, où une sécurité sera assurée. Il y a aussi l'objectif de pouvoir supprimer 400 places de parking en surface, puisque nous avons beaucoup de parking souterrains mais qui sont sous-exploités. Donc il y a une volonté de pouvoir réfléchir à des modes alternatifs de transport sur Bruxelles, encore une fois pour notre santé, étant donné qu'au niveau de l'environnement, la pollution criante à Bruxelles est trop importante. Donc il faut pouvoir réfléchir à comment aujourd'hui on peut circuler sur Bruxelles en utilisant différents modes. La voiture, les voitures, on se rend compte que énormément de voitures, dans des voitures, on ne retrouve qu'une seule personne. Donc réfléchir au covoiturage. Sur le vélo aussi,
Sur les vélos aussi, on pourrait réfléchir aussi. On pourrait faire du covoiturage à vélo. Voilà. Mais ça se fait dans je ne sais plus quel. Il y a des tandems déjà. Déjà, voilà. Mais donc si on diminuait rien que 10% de voitures, on aurait 40% en moins de fils de circulation. Donc il faut pouvoir réfléchir. Michael Vossart, on a entendu quand même pas mal de critiques contre le ministre de la Mobilité, Pascal Smet. SPA, on dit qu'il est un peu trop pro-bagnole. Trop pro-vélo, trop anti-bagnole. Vous me reprenez fort à propos. Quelle est votre opinion là-dessus? Vous trouvez qu'il est équilibré? Nous devons être exigeants par rapport à l'action que met en place Pascal Smet. Alors, évidemment, les choses ne sont pas si simples. Bien entendu, il y a ce plan qui est lancé pour 2020 d'équiper au mieux Bruxelles de pistes cyclables accessibles, mais surtout, et c'est ça le problème, c'est qu'on le constate quand on fait des enquêtes d'opinion, c'est la sécurité du cycliste. Et bien sûr que de ce point de vue-là, il y a un travail à mener. Pour le moment, il n'y a que 7%, donc les derniers chiffres, c'est 7% de cyclistes à Bruxelles, et on doit bien entendu aller de l'avant, faire en sorte qu'on améliore ce chiffre. Je sais qu'il y a des mesures qui ont été promises, mais nous avons été clairs avec le ministre Smet, il faut qu'il respecte le calendrier, il faut respecter la ligne de conduite du gouvernement, parce que sans cela, le bilan sera négatif en termes de partage équilibré entre vélo et voiture, bien sûr. Donc on le tient à la culotte. Bien sûr. C'est aussi le point de vue du PS de bien suivre ce que fait Pascal Smet et de vérifier que tout se fait dans les temps. La mobilité va être un enjeu très important. Elle l'est déjà, et pour les années à venir. Et là aussi, on peut revenir au gouvernement fédéral et se poser la question. Bruxelles a une réalité particulière, puisque capitale de l'Europe, NAFTA qui circule, et tout le monde est bienvenu, mais on doit pouvoir réfléchir autrement, et la responsabilité ne revient pas seule à la région. Je vais laisser un petit mot à chaque chroniqueur avant de passer à la suite. Christophe Ginisti, vous voulez dire un petit mot? Oui, je voulais dire que ces sujets du vélo, enfin, je ne comprends pas pourquoi on traite de ces sujets de la mobilité en traitant uniquement un mode de locomotion. En fait... C'est une critique que vous faites sur l'émission. Oh, certainement pas. Au contraire, c'est... Donc il faut penser à tous les moyens de locomotion. On ne peut pas penser au vélo sans penser au métro, sans penser au tram, sans penser au RER, sans penser à tout ça. Et en fait, la mobilité n'a pas de sens si on la focalise sur un des moyens de locomotion. Yves Kengen? Oui, simplement pour dire que... il est convenu de dire que l'excès de voitures à Bruxelles vient des navetteurs, principalement. C'est clair que tracer des lignes pour les cyclistes sur les rues à Bruxelles, ça coûte moins cher que de construire un RER. Il faut savoir aussi ce qu'on veut, et je pense que les mesures qui sont prises pour favoriser le cyclisme à Bruxelles se font plutôt au détriment des automobilistes bruxellois. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a des milliers de personnes pour qui rouler à vélo est tout à fait impossible. Les personnes âgées, les personnes moins valides, enfin voilà, il y a plein de gens qui pour x, y raison ne peuvent pas rouler à vélo. Et je trouve que ces personnes-là, on n'en tient pas tellement compte. Nicolas Vado? Écoutez, moi, le week-end passé, j'étais à Amsterdam, qui est une ville qui respire le vélo. Oui. C'est quand même fantastiquement fait, parce qu'il y a une donnée qu'on oublie à Bruxelles, c'est que Bruxelles n'est tout sauf une ville plate. Moi, j'habite au sud de la ville, je peux vous dire qu'aller au centre à vélo, jamais de la vie, quoi. Donc il faudrait aussi se poser la question des vélos motorisés. Et alors, raser Bruxelles. Pas raser Bruxelles. Et alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un débat qui va se poser, c'est celui de la voiture personnelle, et notamment les voitures partagées qu'on utilise, que nous utilisons beaucoup. Et je pense que dans 10 ou 15 ans, le fait de se dire que tiens, on roulait dans sa voiture tout seul, ça sera un truc qui appartiendra au passé. On se disait, tiens, il n'y aura jamais d'interdiction de fumer dans les restaurants, et on continuera dans les supermarchés avec des sacs en plastique. Aujourd'hui, c'est fini. C'était pas du tout dans le débat, et ça va venir dans le débat. Stop, on garde ça pour les archives, on repassera ça en 2030. Martine Marscal. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Bruxelles ne sera jamais Amsterdam. Elle a un problème de topographie évident. Et aussi, mais là par contre, on rejoint Amsterdam, on a quand même un problème de climat. Il y a des moments où c'est pas sérieux de rouler à vélo dans ce pays. Eh bien, on va passer à notre rubrique suivante, c'est tête d'affiche. Alors, je vais vous proposer à tous les deux 4 visages qui ont fait l'actualité de la semaine, et vous en choisirez un, et vous direz ce que vous avez envie de dire là-dessus. On commence par vous, Kenza Yacoubi. Je vous propose d'abord Luc Delfos,
le journaliste chroniqueur féroce décédé cette semaine. Je vous propose aussi Tariq Ramadan, le prédicateur rattrapé par des plaintes pour viol. Pierre-Olivier Beckers, le boss du comité olympique belge chargé de la coordination des Jeux à Paris. Ou Bénédicte Hendricks, écolo liégeoise, qui a dû démissionner car elle recevait des émoluments sans assister à des réunions. Alors, Delphos, Ramadan, Beckers ou Hendricks, qui choisissez-vous? Je choisirais Hendricks. Oui. Voilà, tout simplement. Voilà, nous, on est, en tout cas, Michael et moi, jeunes députés, nouveaux députés, avec, je pense, une culture politique qui va changer. Et on passera après un sujet. Oui, on va en parler. Oui. Voilà. Et j'aimerais quand même dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce problème traverse tous les partis politiques. Je ne veux pas en pointer un, c'est pas pour pointer forcément écolo, mais c'est surtout pour dire que nous devons être vigilants. Et continuer à être vigilants et se dire que d'abord, voilà, on est face à des hommes et que il faut pouvoir mettre des cadres de contrôle, de transparence pour pouvoir être au plus près de ce qui se fait autour des mandats publics. Parce que, rappelons-le, ce sont nos impôts. Donc on en reparlera d'ici la fin de l'émission. Alors vous, Michael Vossart, vous avez préparé 4 visages. D'abord celui de Dominique, supporter de l'Union Saint-Gilloise, qui fête ses 120 ans. Les candidats de Miss Pérou, qui au lieu de donner leur mensuration ont donné les statistiques désastreuses en matière de violence faite aux femmes. Paul Beckart, l'avocat de Carlos Puigdemont. Et Jeff Vermassen, l'avocat flamand, qui prétend connaître le secret des tueurs du Brabant wallon. Alors, Dominique, Miss Pérou, Paul Beckart ou Jeff Vermassen, qu'allez-vous choisir? Que va choisir le fan du REDM? C'est simple, l'Union Saint-Gilloise. Ah, mais c'est merveilleux, l'entente cordiale. L'entente cordiale entre les clubs bruxellois. Et bien sûr, je suis ravi que ce club ait cette longévité et qu'il participe au développement du football à Bruxelles, qui permette à une école de jeunes de se développer, d'exister au niveau... Bon, il n'a pas atteint encore la division 1 qu'il occupait à l'époque et il a pu même remporter des titres de champion. Mais c'est évident que ça fait plaisir pour des Bruxellois de fêter ce club. Et donc, je suis ravi qu'il ait pu arriver à cet âge-là. En tous les cas, moi, j'irai souvent encore voir l'Union Saint-Gilloise et j'espère qu'il y aura un jour en championnat un derby entre le REDM et l'Union Saint-Gilloise et peut-être même le Sporting Club d'Anderlecht au même niveau. Un derby avec 3 clubs, ce sera difficile. Oui, mais en tout cas, l'Union REDM, quand il y a un match Union REDM en amical, on le diffuse sur BX. On ne rate jamais ça. Alors continuons avec Molenbeek. En début de semaine, c'était 5 jeunes qui avaient été appréhendés en Turquie, et on ne savait pas pourquoi. Et fin de semaine, c'était plutôt l'équipé sauvage ou le safari islam qu'entendaient mener De Winter et Wilders à Molenbeek. Interdiction avait pourtant été annoncée dès jeudi matin. Reportage d'Alexis Gonzalez et Thierry Duboquet. Vous avez entendu parler de l'islam safari? L'islam safari? Waouh! C'est une science-fiction, quoi. Beaucoup d'habitants de Molenbeek ne sont pas au courant de la visite du Vlaams Belang sur leur territoire vendredi. Face au risque de désordre, la bourgmestre a pris une ordonnance pour interdire la visite. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles s'est aligné sur cette décision. En marge du passage des extrémistes, une bande d'étudiants organiseront une fête de quartier pour réunir la population et montrer le vrai visage de Molenbeek. Moi, je suis bruxellois d'origine. Je n'étais jamais venu à Molenbeek en quand même 23 ans de ma vie, jamais, quoi. Je me suis rendu compte que j'y allais pas parce qu'il y avait une peur qui avait été créée. Et en fait, en y arrivant, on se rend compte qu'il y a un vrai côté populaire, je dirais, à Molenbeek. Et les gens sont dans la rue, les gens parlent beaucoup à Molenbeek. Donc, on se dit, voilà, en fait, on va essayer de déconstruire tout ça et d'apporter une rencontre. Le Vlaams Belang a réagi, notamment sur sa page Facebook, vendredi après conférence de presse. Wilders et De Winter se rendront à pied à Molenbeek, escortés par la police fédérale. S'ils viennent aux frontières de Molenbeek, de toute façon, il y a une collaboration qui se fait entre la zone de police de Molenbeek et celle de la ville de Bruxelles, donc il n'y aura pas de difficulté. La commune d'Anderlecht n'a rien prévu de son côté. Quoi qu'il en soit, cette possible visite safari n'effraie pas les jeunes et suscite même le rire. Il y aura peut-être des maquillages pour les enfants. Ça me fera rire s'il y a un enfant qui est déguisé en lion.
On dira, ben voilà, c'est ça qu'ils auront vu de leur safari, quoi. Là aussi, un dessin de Nicolas Vado pour illustrer ce qui s'est passé. Illustrer en tout cas Molenbeek, boom du tourisme-terrorisme, du terrorisme-tourisme, et on voit la guide qui dit « Et sur votre droite, la rue des 4 vents ». Bon, c'est un dessin qui date de la visite des députés français de la commission. Et la guide, c'est Françoise Kepmans. Et la guide, c'est Françoise Kepmans, voilà. Christophe Ginisti, sur cette opération de communication de l'extrême droite. Alors c'est un coup de com', ce n'est ni plus ni moins qu'un coup de com', et c'est un coup de com' qui marche toujours de la même manière, et dans lequel les médias et les observateurs tombent toujours de la même manière dans le piège, c'est-à-dire que vous élevez le niveau de l'outrance, vous utilisez des mots comme safari, et immédiatement... Donc c'est eux qui l'utilisaient. Oui, eux qui utilisent ces mots, donc eux utilisent ce type de là, donc ils mettent les conditions... Il crée une émotion dans l'opinion publique, une émotion très légitime dans les médias, et donc ça cristallise des passions. C'est fait pour ça, c'est fait uniquement pour attirer des caméras de télévision, des journalistes. C'est pas fait pour aller bousculer les habitudes de la population, c'est uniquement fait pour attirer les projecteurs. Ça fonctionne, et c'est ça qui est désolant, et je crois que ce qui est très important, c'est d'espérer que, parce que ce sont des recettes un peu usées, et bien que peu à peu, la presse, les médias, les commentateurs ne tombent pas dans le panneau, parce que ça se passe toujours de la même manière, et c'est facile de l'éviter. Ceci étant dit, en Belgique francophone, il y a un cordon sanitaire, donc malgré le fait qu'on parle de cela, on n'entend pas l'extrême droite. Michael Vossart, est-ce que l'image de Molenbeek, est-ce qu'elle s'est améliorée, d'après vous? C'est ce que vous voyez sur le terrain, une amélioration de cette image de Molenbeek? De mon côté, je pense que ce que vous avez commenté est évidemment une provocation pure et simple, et ça n'arrange rien. Enfin, en tous les cas, je laisse le soin des journalistes de faire le commentaire de ce genre d'action. Mais c'est clair qu'au niveau de Molenbeek, nous n'avons pas besoin et nous n'attendons pas de personnes comme ce genre de comportement pour avancer et pour améliorer l'image de Molenbeek. Et donc c'est totalement inacceptable et scandaleux, mais il faut se tourner vers ceux qui apportent des solutions. Moi, je me range derrière ces personnes et je ne me cache pas derrière des slogans ou cette énième provocation. Donc clairement, à Molenbeek, il y a un travail qui doit se faire, mais qui est continu et qui n'est pas arrivé depuis les attentats, bien avant. Déjà aux élections de 2012, quand je m'étais présenté, on parlait déjà de redorer l'image de Molenbeek. Donc ne soyons pas non plus avec des œillères en se disant c'est qu'au travers des attentats qu'il y a on a un travail à faire au niveau de notre image à Molenbeek pour relancer l'économie, pour faire en sorte que la population se sente mieux, que la population se sente en sécurité, que la population se retrouve dans des rues qui soient propres. C'est des petits aspects comme ça pour lesquels on doit faire avancer les choses. Parce que sinon, le débat reviendra à chaque fois. Et donc, ici, il y a eu du travail qui a été fait avec les associations, il y a eu du travail qui a été fait avec la police locale, il y a eu du travail qui a été fait au niveau de Métropole Culture, Molenbeek. On l'a vu, diverses initiatives qui ont été lancées et qui ont permis de redorer l'image de Molenbeek. Mais on n'en est pas encore à la fin. Il faudra continuer, c'est un travail de longue haleine, d'année en année. Et je pense que ça passera aussi par les nouvelles générations, les nouveaux représentants politiques de la commune qui peuvent transmettre cette image. Justement, vous en êtes. Alors Kenza Yacoubi, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée que l'image de Molenbeek, ça fait longtemps qu'elle était quand même très altérée? Mais écoutez, moi je ne cherche pas à améliorer l'image de Molenbeek, mais je cherche à améliorer la situation des Molenbeekois. Vous savez, ça m'attriste, moi, quand je vois des Molenbeekois dans votre reportage se justifier continuellement. Je suis molenbeekoise depuis 40 ans, je suis née à Molenbeek, j'habite dans les quartiers populaires de Molenbeek, donc je me sens totalement concernée par ce qui nous est continuellement renvoyé. Et donc finalement, de l'intérieur, nous ne vivons pas cela de la même façon que l'image qui en est dégagée de l'extérieur. Ce qui nous préoccupe et préoccupe les Molenbeekois, c'est un job, un logement, comment finir la fin des mois. Mais voilà, mais on est peut-être dans une commune
où la concentration de certains problèmes dans certains quartiers est plus importante. Donc c'est aussi une priorité à devoir traiter ces problèmes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, à force de parler d'image, vous savez, on est dans un contexte politique très particulier où la lutte symbolique devient plus importante que les actions politiques. Alors je pense que maintenant ça suffit, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec ce plan de communication. Alors les gens qui n'ont pas de projet politique à proposer et qui ne sont que sur ce terrain-là, aujourd'hui il faut les dénoncer et dire stop. Soit on parle d'action et on voit qu'est-ce qu'on veut faire sur le quotidien et pour les gens, soit on arrête. Et donc je pense que c'est important d'informer les gens et de faire continuellement de la pédagogie en disant... c'est pas par ce genre de propos qu'on va régler le problème. Le problème, c'est de savoir interpeller ces gens-là en leur disant qu'est-ce qu'on va faire pour vous pour la fin du mois. Donc je pense que c'est... Nicolas Vadou. Alors il y a une manifestation qui aura lieu à Molenbeek les 15, 16 et 17 novembre. C'est une grande expo de Cartooning for Peace dont je suis membre. Il va y avoir des rencontres avec les jeunes. Il y aura Kroll, Plantu, Geluc, Kishka et quelques autres. Et ça sera des rencontres avec les jeunes qui ont été préparées en amont où justement ils vont être confrontés à des images politiques, des dessins politiques. On va leur parler du blasphème et de choses comme ça. C'est important, je trouve. Et justement pour qu'ils puissent parler aussi, pour qu'ils puissent parler en dessin et qu'ils puissent parler tout court. Et donc vous parliez de choses positives. Ça, c'est quelque chose de positif qui va être fait parce qu'il y a encore évidemment énormément de travail. Parce que vous disiez, il y a des soucis de trouver des jobs, tout ça, mais il y a quand même le souci de l'emprise religieuse salafiste qui est à Molenbeek et dans d'autres endroits aussi. Et ça, c'est important de parler et de parler avec ces jeunes aussi. Moi, je vais souvent dans les écoles avec Cartooning for Peace. Je suis allé dans les banlieues en France, je suis allé dans des écoles à Bruxelles et je leur parle de ça et c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont besoin d'être écoutés. Et à partir du moment où ils sont écoutés, on a déjà fait un grand pas en avant et moi je leur dis qu'ils ont le droit d'être choqués par des choses, mais ils ont le devoir d'en débattre et ils ont l'impression que parce qu'ils viennent d'un certain endroit, une certaine commune, ils n'ont pas voix au chapitre. Oui. C'est important de les faire parler. J'ai vu que vous vouliez réagir, Kenza Yacoui. Oui, moi je salue toutes les initiatives, bien sûr, de la société civile quand elles veulent s'engager dans des dialogues, quels qu'ils soient. Maintenant, j'aimerais quand même réagir sur cette question que vous venez de soulever, la salafisation des jeunes ou encore autres vocabulaires utilisés. C'est pas vrai ? Non, mais voilà, je vais vous donner ma position en tant que politique. Je pense, et ça je parle à titre personnel, que nous nous éloignons de réellement le vrai problème et surtout les vraies solutions. C'est-à-dire que moi, je pense qu'en tant que politique, je n'ai pas à intervenir sur qu'est-ce qu'un bon islam, qu'est-ce qu'un mauvais islam, la réforme de l'islam, etc., etc. Par contre, je trouve qu'est-ce qui manque aujourd'hui, mais cruellement pour tous nos jeunes, peu importe leurs origines, leur religion, c'est la possibilité d'avoir un esprit critique. Et je pense que ça, c'est de la responsabilité du politique, de l'école laïque, et de pouvoir aujourd'hui construire des citoyens qui soient critiques par rapport à n'importe quel sectarisme, quel qu'il soit. Aujourd'hui, la question des médias sociaux, par exemple, les fake news, la désinformation, c'est tout aussi pour moi important que cette problématique sur laquelle on s'attache, qui est importante. Mais pour moi, le problème n'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va mettre en place pour changer un islam, mais quel outil nous allons donner à nos jeunes pour être capables eux-mêmes. Et ça, c'est l'école qui doit le faire, les associations. Je pense que l'éducation permanente manque cruellement de moyens et que c'est aussi un moyen pour pouvoir combattre. Très rapidement, Yves Kengen, puis Michael Vossardé. Oui, très rapidement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame a dit et je voulais renforcer ce qu'elle dit par rapport à l'école. C'est vraiment au niveau de l'enseignement, de l'école, de l'enseignement de la philosophie, de l'enseignement des idées, des concepts, des notions, de la citoyenneté qu'on va réussir à faire de cette jeunesse une jeunesse plus éduquée qui sera mieux à même également de répondre aux défis qui les attendent, et au-delà du dégoût que me procure bien entendu la récupération immonde par les fachos qu'on a vus. Michael Vossart, on a parlé de défis, donc ça vous connaissez. Quelle est votre opinion par rapport à ce qui a été dit là ? Vous êtes sur la même longueur d'onde ? Bien sûr, l'esprit critique va permettre d'aborder des sujets sensibles pour lesquels il faut se positionner, mais en même temps, donc je rejoins ces analyses, mais derrière, il y a un fait qui est souvent mis sur la table, c'est accéder à l'emploi, la discrimination sur le marché de l'emploi. Et je rappelle qu'à l'initiative de Défi, mais avec la majorité au gouvernement bruxellois, on a fait adopter une ordonnance qui va très loin en termes de discrimination à l'embauche,
et qui va permettre enfin d'aller vers de lutter contre ce fléau, ce phénomène. C'est le testing. On en a déjà beaucoup parlé. Martine Mascal. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une question d'économie, une question d'emploi, une question d'éducation. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais dans l'immédiat, il y a aussi ce problème de communication et d'image dont on a parlé en début d'intervention, parce que elle a été tellement abîmée, l'image de Molenbeek, et c'est tellement dommage, évidemment, ce qui arrive avec les gens d'extrême droite qui débarquent et qui jettent encore de l'huile sur le feu. Parce que malgré tout, c'est ce qu'on dit toujours en communication, la perception, c'est la réalité. Si le monde entier qui observe Molenbeek continue à le percevoir mal, vous avez un problème. Donc c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut faire quelque chose. Oui. Alors parlons de gouvernance maintenant. C'est notre dernier chapitre. On a donc ces 2 nouveaux députés. Vous avez vu toutes les problématiques de gouvernance qu'on a eues ces derniers mois. En quoi vous allez différent ? Kenza Yacoubi, vous pouvez vous engager sur des choses, voilà, il n'y aura pas de jeton de présence, enfin, je sais pas, il n'y aura pas de cumul, vous pouvez vous engager sur quoi ? Et l'émission est enregistrée. Oui, et on archive jusqu'en 2030. Oui, alors. Donc je vais parler, d'accord, personnellement d'abord, et puis je vous donnerai la position aujourd'hui. Non, mais la position du PS, on la connaît. Voilà. Votre position, alors. Ma position personnelle. Moi, j'ai voté donc, au sein de ma section locale pour le décumul intégral des fonctions. Donc voilà, je pars de l'idée, et je vois que depuis que je suis députée depuis 1 mois, ça me prend plus qu'un temps plein. Donc je travaille de très longues journées avec passion et je ne vais pas m'en plaindre, mais enfin, je me pose la question de ceux qui cumulent. Oui, comment ils font ? Maintenant, j'ai des collègues et ils font ça très bien. Et tant mieux, je pense qu'il y a aussi une culture, il y a une façon de faire la politique différente que d'autres ont hérité. Mais voilà, aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a une façon d'incarner le travail de député qui est différent. On disait, voilà, les problèmes de communication, Moi, j'ai clairement dit que mon cheval de bataille va être la question démocratique. C'est vrai qu'il faut pouvoir élargir les murs du Parlement. Ça ne consiste plus qu'à un travail parlementaire donc, pur et dur. Donc, purement député. Vous ne serez pas candidate au communal, alors ? Non, c'est 2 choses. Moi, je soutiendrai le projet qu'on va construire ensemble molenbeekois pour les élections communales, mais c'est clair que je ne cumulerai pas les 2 fonctions. C'est un soutien, oui. Très bien. Michael Vossard, vous aussi, au niveau personnel ? Des cumuls, pas transparents, enfin je ne sais pas. Mais tout d'abord, c'est vrai que quand on arrive dans ce climat de suspicion, de méfiance par rapport aux politiques, on se sent aussi de la responsabilité de faire évoluer l'image. On parle beaucoup d'image, mais encore une fois, c'est notre responsabilité. Donc moi, j'ai déjà, je l'ai déjà rappelé quand vous m'aviez invité lors d'une dernière émission, sur la fierté, mais aussi le fait de connaître le Parlement, de savoir où on met les pieds. Et bien sûr qu'en étant collaborateur depuis des années pour le groupe parlementaire, je ne suis pas arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et j'ai pu prendre directement, pleinement mes compétences, interroger les ministres, travailler en commission. Donc déjà ça, pour moi, c'est une exigence. C'est d'être à 100% investi. Et comme le disait Kenza... Là, vous êtes d'accord. C'est clair que c'est à 100% à temps plein. C'est évident. Et par ailleurs, bien sûr qu'au niveau communal, là, il est clair, et j'ai été clair la dernière fois, en fonction des compétences, si le défi évolue au niveau local et qu'on peut arriver dans une majorité, qu'on peut participer au projet pour améliorer les choses. Là, vous prendrez une responsabilité. On prendra une responsabilité et je le prendrai également. Très bien, voilà, c'est clair. On va passer à nos coups de cœur maintenant. Et on commence avec vous, Nicolas Vado. Vous allez nous parler de Philippe Besson. Et son roman qui s'appelle Un personnage de roman, c'est sur l'élection d'Emmanuel Macron qu'il a suivi de l'intérieur. Et c'est très intéressant parce que ce que nous, de l'extérieur, avons perçu est en fait assez proche de ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, le personnage de Macron reste toujours assez insaisissable, même pour Philippe Besson qui était à côté de lui pendant des mois. Je veux dire, la personnalité du type est insaisissable, mais c'est quand même passionnant, notamment pour les gens qui se passionnent pour la politique, de suivre ça de l'intérieur. C'est un livre qui est un roman qui n'en est pas un. En plus, on connaît la fin dès le début, hein, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Mais c'est bien écrit, comme toujours, chez Besson. Et ça permet d'affiner un peu le personnage Emmanuel Macron. C'est un peu comme le mystère de la Grande Pyramide, n'est-ce pas, Martine Mascal ? Exactement. Et alors, il s'est passé cette semaine quelque chose que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on a découvert, une équipe de chercheurs a découvert, grâce à des moyens sophistiqués que je ne risquerai pas à expliquer ici, mais qui s'apparentent à des rayons X ultra perfectionnés, on a découvert un grand vide dans la Grande Pyramide de Khéops. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce grand vide ? On ne sait pas encore, évidemment. On ne sait pas si c'était une chambre funéraire, si c'était un escalier, si c'était
juste un espace technique, comme on dirait aujourd'hui. Toujours est-il qu'on est là en plein, dans ce qui passionne tout le monde, dans le mystère de la pyramide. Et il va falloir maintenant trouver des moyens tout aussi sophistiqués et non invasifs pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Peut-être un studio de télé, qui sait. Christophe Ginisti, vous, c'est une pièce de théâtre dont vous voulez nous parler. Oui, c'est une pièce de théâtre qui a été créée en 2011 au Festival Off à Avignon, donc le festival parallèle, et qui a depuis un succès considérable depuis 2011, qui s'appelle Porteur d'Histoire, et qui va être diffusé à Uccle les 8, 9 et 10 novembre prochains. C'est une pièce qui est intelligente, c'est une pièce qui est vive, qui manie la culture, qui manie les livres, les belles lettres. C'est super intéressant, c'est super enrichissant. Quand on sort de là, on a l'impression d'être beaucoup plus intelligent qu'avant. Et il faut absolument aller le voir, c'est les 8, 9 et 10 au Centre culturel à Uccle. Alors Yves Kengen, est-ce que vous allez aussi nous trouver quelque chose pour être plus intelligent après qu'avant? Ça, je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, l'initiative vise à le faire et la transition est toute trouvée puisque ça concerne une action d'un metteur en scène suisse, Milo Rau, je ne sais pas comment il faut prononcer, R-A-U. Donc, je prends mon petit copion. Donc, avec 30 organisations, dont l'ONU et le Bundestag, donc le Parlement allemand, il a fait siéger 60 députés, entre guillemets, du monde entier pour créer ce qu'ils appellent une assemblée générale constituante. Ça consiste à vouloir donner la parole au laissé-pour-compte du discours dominant. Donc, ils appellent ça le tiers-État, et c'est assez bien trouvé. C'est une assemblée qui se dit constituante. Le Théâtre national de Bruxelles, avec Fabrice Murgia, est partenaire de cette initiative, et je trouve que c'est formidable. Au moment où on parle de bonne gouvernance, de transparence, eh bien, rendons la parole au peuple. Très bien, rendons la parole à Nicolas Vado, et on montre son recueil de dessins de l'année. Ça s'appelle Marrons-nous. C'est paru aux éditions Chez lui, puisque c'est lui qui l'édite lui-même. Donc voilà, si vous voulez aller voir tous ces dessins de l'année, de l'écho et du vif. Et aussi, je voudrais juste dire, il est en dédicace chez Filigrane le 12 novembre, et Yves Kengen, qui est ici, lui est en concert punk à 22h ce soir, mais à la Louvière. Il faut faire le chemin jusque là. Un mot, peut-être chacun, une bonne idée de quelque chose à faire à Molenbeek dans les jours à venir, ou la semaine prochaine. Michael Vossart, une idée? Un match de REDM peut-être? En tous les cas, ce qui est important, c'est que nous, on continue à travailler pour Molenbeek et qu'on puisse... mais une idée de culture, non, pas spécialement, un match de REDM. Bien sûr, le prochain match de REDM, bien sûr, à domicile. Moi, j'invite les gens, à aller consulter le programme de la Maison des Cultures à Molenbeek. Voilà, il y a toujours des choses intéressantes à aller voir. Et à venir à notre marché du jeudi matin, qui est un marché où on retrouve de très bons produits. Et le mardi aussi. Mardi et jeudi, merci. Jeudi. Merci à tous les deux, merci invités, merci chroniqueurs. Bon week-end à tous. Lundi, je recevrai une Anderlechtoise, Fadila Ladan. D'ici là, donc, bon week-end à tous.